Dans les premiers temps de la télévision, il y avait quelques géants qui ont fait que la télévision est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Et parmi eux, Pierre Tchernia. Pierre Tchernia, j'ai eu le privilège de l'interviewer il y a de cela 11 ans pour une petite chaîne naissante de la TNT. Et aujourd'hui, je vous en propose quelques extraits car Pierre Tchernia vaut bien 10 minutes pour le PAF. Pour Pierre Tchernia, la télévision, c'est le direct. Avec ses émotions, ses imprévus, mais parfois le direct provoquait sur lui quelques effets assez inattendus. On est en direct et tout d'un coup, il faut rendre l'antenne trop vite. Mais Dieu merci, on n'est pas en direct. Mais ici, on est en direct. On est en direct. Oui, Terreur, non, coupez. Si, on est en direct. Hein. Et alors, je vais changer. Oui, voilà, cher monsieur, nous vous souhaitiez que nous parlions de la grande aventure de la télévision française. Tout à fait, oui, c'est cela. Eh bien, on peut en définir les débuts dans les années 1930. Barthélemy en 1935. Et puis, Georges Mandel, qui était un homme remarquablement intelligent et ministre des PTT, s'intéresse et dit « il faut que vous ayez un studio ». Et on lui construit un studio. Je passe... Arrivé à ce stade-là, c'est pas grave parce que plus personne ne regarde. Ah bon, très bien. Quand on lui rappelle ses origines, il clame son amour de la France. Pierre Tchernia, vous êtes franco-ukrainien, né Piotr Tcherniakowski. Vous avez donc baigné pendant toute votre enfance dans une double culture, française et slave. Si je vous dis intégration, immigration, discrimination positive, vous répondez ? Je ne me suis jamais appelé Piotr. Parce que je suis né en France, bien sûr, d'un père qui était d'origine ukrainienne et d'une mère qui s'appelait, de son nom de famille, Dufour. Vous voyez, c'est vraiment très français. Mais mon père était un homme qui avait quitté la Russie, qui était un pays qu'il ne supportait pas, en 1897-98. Hein, c'est bien avant la Révolution russe. Parce que pour lui, le plus beau pays du monde, c'était la France, parce que la France était le pays de la liberté, de la révolution, du socialisme. Et pour lui, il n'y avait rien de plus beau que la France. Et quand il a commencé à pouvoir lire des choses, soit en traduction russe, soit en français, quand il a été émerveillé par tout ce que lui apportait la France. Et son rêve était de créer une famille française. Il l'a fait, il l'a réussi, et je lui en suis, à mon père et à ma mère, éternellement reconnaissant, parce que je trouve que rien ne peut être mieux que d'être français. Pierre Tchernia, ça n'est pas que la télévision. Un jour, il a découvert le cinéma. Voici comment. Quand j'avais 12 ans, j'ai vu ce magnifique film de John Ford, Stagecoach, La chevauchée fantastique. Et ce jour-là, j'ai eu une sorte de chemin de Damas, c'est-à-dire que j'ai eu le plaisir formidable de voir ce film, de voir ces acteurs, cette histoire superbe, magnifiquement racontée par John Ford, mais en même temps, je comprenais, allez savoir pourquoi, que tout ça avait été fabriqué par des acteurs, des écrivains, des techniciens, des accessoiristes, des caméramens. Et que ce mensonge qui est merveilleux, qui est une histoire qu'on vous raconte sur un grand écran, elle était le résultat d'un travail et j'avais envie d'y participer. Et très vite, il a joué dans des films. La guerre des boutons de Yves Robert, où il jouait le garde champêtre. Ça s'est passé d'une drôle de façon. Ce qu'il y a eu de formidable dans la guerre des boutons, c'est qu'aucun distributeur français n'en a voulu. Et Yves a réussi à faire son film en empruntant de l'argent à droite, à gauche. Et puis il y a enfin un distributeur qui a accepté de le distribuer, c'était la Warner. Et ils ont fait un coup formidable car le film a été un succès triomphal. Ah oui, ça passe de temps en temps à la télévision. Mais ça, voyez-vous, ce qui se passait, c'est que Yves a été voir des distributeurs. Et il leur a dit, voilà, je fais La guerre des boutons. C'est Yves Robert. Le roman de Louis Pergaud. Et on lui a dit, des films avec des gosses, ça marche jamais. Et c'est ça qui est terrible dans les métiers que nous faisons, c'est d'entendre parfois un oukase, des gens qui savent tout et qui disent des choses qui vont être démenties par la suite. Eh oui. Combien avons-nous rencontré de gens qui savent à tel point qu'ils ne veulent pas que les autres savent. Et de comédien, il devient naturellement un jour scénariste et réalisateur. Et ça a donné un film culte aujourd'hui qui s'appelle Le Viager, mais l'idée lui a été soufflée par quelqu'un et pas n'importe qui. J'ai eu la grande chance de connaître René Goscinny
que je connaissais au travers de sa bande dessinée, qui était bien sûr avec Uderzo, Astérix, et lui me connaissait au travers d'émissions de télévision plutôt du genre plaisant que je faisais. Il faut dire que l'histoire, c'est une famille plus ou moins recommandable. Donc, je crois que c'est Galabrude qui était le père, c'est ça? Oui, les qui médecins. décide d'acheter une maison en viager à quelqu'un qui semble être sur ses derniers jours. Et puis, c'est Serrault. C'est Serrault. Et Serrault les enterre tous, les uns après les autres. Et les les autres. enterre tous. Y compris les descendants. Oui, tout le monde y passe. Et là, vous êtes à la fois scénariste et réalisateur. Oui, c'est-à-dire que René, écoutez, je ne voudrais pas entrer dans le détail et qu'on perde du temps, mais ça s'est passé comme ça. Vous êtes chez vous? On allait une fois par mois voir en Belgique les avancées du dessin animé de Lucky Luke, qui était le premier dessin animé de Lucky Luke qui se faisait chez Bellevision, c'est-à-dire à Bruxelles. Et une fois par mois, on prenait le train à la gare du Nord le matin et on s'amusait parce qu'on parlait de 1000 choses. Et un jour, il me dit, écoute, hier soir, j'ai failli te téléphoner à 11h du soir. Et puis je me suis dit, je vais réveiller les gosses, je lui dirai demain matin, est-ce que tu crois qu'on a déjà fait un film sur le sujet du viager? Je lui dis non. Non. Je connais un conte de Maupassant où il y a une histoire de viager avec un type qui achète un champ viager et qui donne un tonneau de Calvados à la voisine qui va mourir dans les mois qui suivent. Ah, d'accord. Mais personne n'a jamais traité ça. Et tu ne crois pas que c'est un bon sujet? Je lui dis, je ne crois pas que ce soit un bon sujet, c'est un excellent sujet. Pierre Tchernia, parfois, bafouillait aussi, hein. Mais il assumait. J'étais au club d'essai de la radiodiffusion française, bon, on n'entre pas dans les détails, et Dumayet, en effet, vous avez eu raison de citer cette phrase, il a dit, mais pourquoi tu ne ferais pas de la télé? Je lui ai dit, mais tu as déjà vu la télé? Il me dit non. Comme toi, le samedi après-midi, en passant devant les devantures des marchands, vous voyez, si on ne s'était pas en direct, j'aurais dit des devantures et non pas des devantures. Voilà. Mais on aime bien ça. Excusez-moi, mesdames et messieurs, c'est une faute que je ne renouvellerai renouvellerai pas. Alors évidemment, cette émission qui se faisait dans le cadre des activités de l'Académie audiovisuelle m'a donné l'occasion de lui poser la grande question que tous les étudiants se posent. Qu'est-ce qui fait un bon animateur de télévision? C'est très mystérieux, étant donné que ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des gens différents. Or, il y a des gens différents. Ils sont pendus à vos lèvres, là, les étudiants. Oui, mais je vais vous dire, moi, l'important, c'est de se dire, j'aimerais bien faire ce métier-là. Mais pour faire ce métier-là, qui est un métier du spectacle, il est comme tous les métiers du spectacle. Ne peuvent réussir que ceux qui sont bourrés comme des canons, que ceux qui ont été voir des films, été au théâtre, écouter de la musique, aller dans une galerie d'art, lire des livres. Il faut surtout, je vous en supplie, ne perdez pas votre temps. Vous avez la chance d'être jeune, d'avoir la tête qui se remplit facilement. Alors remplissez-la. Oui, vous allez avec des copains, bon, mais ne soyez pas attirés sur une civiche comme ça. Non, il me casse les burnes. Bien sûr aussi, vous vous souvenez, Pierre Tchernia, on l'appelait Monsieur Cinéma. Monsieur Cinéma, pourquoi? Parce qu'il a créé cette émission, qui est devenue d'ailleurs Mardi Cinéma. Mardi Cinéma, tiens. Ça ne vous dit pas quelque chose? Dans les années 1957-58, il y a 400 millions de tickets de cinéma vendus par an en France. 10 ans plus tard, il n'y en a plus que 200 millions. C'est incroyable. Ouais. Pourquoi? Parce que dans le même temps, le million de postes de télévision passe à 10 millions. Avant d'en être maintenant, je ne sais pas, 70 millions. Et alors, plaf, les deux lignes se croisent là, dans les années 60. Et le centre du cinéma demande à la télévision de les aider. On dit, mais c'est embêtant, le cinéma français. Si on fait plus de films, vous n'en aurez plus à présenter. Et puis pour nous, les techniciens vont être au chômage. Il faut aider le cinéma. Et bien, on va faire des émissions. Et on m'a dit, est-ce que, Pierre, on pensait qu'on pourrait peut-être faire une émission de jeu sur le cinéma. Ça t'intéresse? Il n'a pas eu le temps de finir le verbe intéresser, que je disais oui. Parce que j'ai tout de suite saisi que ça pouvait être un truc formidable. Ça a fait Monsieur Cinéma qui est devenu Mardi Cinéma.
Ah oui, qui est devenu Jeudi Cinéma, Mardi Cinéma. Et alors là, je dois dire qu'on a eu une chance formidable. Mais ça, c'est l'intelligence des directeurs de programme. L'émission que j'appelais Mardi Cinéma, eh bien, justement, ils l'ont fait se passer le mardi. C'est pas vrai, ça. C'est formidable, vous comprenez? Ah ouais. On aurait pu penser que Mardi Cinéma passerait le vendredi. Non. Lorsqu'on demandait à Pierre Tchernia ce qu'il pensait de la télévision, à l'époque, il y a 11 ans, eh bien, ce qu'il nous répondait pouvait très très bien être appliqué aujourd'hui. Il y a par exemple ça que je trouve pénible, c'est le nombre de gens qui me disent « Oh, c'est bien la télé, mais ce qui est bien, c'est toujours trop tard. » Ça, c'est lamentable alors. Ça, c'est lamentable, parce que ça veut dire que la télévision, si elle fait ça, est en train de tromper le monde. C'est-à-dire qu'on ne garde que les bulles de savon, que les rigolades ou que les œuvres violentes, mais que on ne va pas parler de musique, on ne va pas parler de poésie, on ne va pas parler de peinture. Il y a des choses passionnantes à dire ou à montrer, à condition de le faire d'une façon qui soit très, très ardente, très, très personnelle et simple aussi. Et voilà, Pierre Tchernia nous a quittés, il est allé rejoindre les étoiles qu'il faisait briller dans nos yeux, mais il laisse une belle trace dans nos cœurs, et de toute façon, on le retrouvera à la télé, au cinéma, et peut-être aussi 10 minutes pour le PAF. À bientôt.